Bonjour ou bonsoir selon le lieu où vous trouvez. Vous savez que vous êtes sur l'incubateur de solidarité. C'est une plateforme où nous mutualisons les connaissances. C'est un lieu où nous essayons de comprendre ce qui nous arrive pour mieux porter le lendemain meilleur, hein. Notamment, même si ce n'est pas pour nous, c'est pour les générations à venir. C'est pour cela, lorsque vous aurez ce programme, dites-vous bien, vous en avez pour 1 heure. Si vous êtes courageux, vous allez nous écouter de bout en bout. Et le but, lorsque nous montons ce programme, c'est que vous soyez deux, trois, et que cela vous apporte véritablement quelque chose. Voilà. Vous savez, l'idée n'est pas de faire simplement foule, c'est de faire quelque chose qui construise, qui vous construise. Le but pour nous, c'est d'être dans le concret de la vie. Il est important pour nous que lorsque vous nous écoutez pendant 30 minutes ou pendant 1 heure, vous ayez vraiment l'impression d'avoir progressé, d'avoir grandi, d'avoir quelque chose au moins à partager avec d'autres personnes. Et sur ce plateau, nous recevons des gens très différents, des disciplines diverses et variées qui nous aident à comprendre ce que nous n'avons pas encore compris ou bien ce que nous devons améliorer dans notre connaissance. Parce qu'on ne connaît jamais tout. Vous savez, cette semaine est particulièrement chargée. Hier, je parlais du coronavirus avec notre chercheur Carlos, notre référent en l'occurrence. Demain, j'aurai Kani Kouyaté ici même pour nous parler. Vous savez, c'est le mois de la femme, le 8 mars, le sort de la jeune fille, lorsque tout commence, hein, le destin d'une jeune fille. On va évoquer ça avec elle, avec toutes ces difficultés, tous ces risques. Et jeudi, nous serons avec quelqu'un, un entrepreneur exceptionnel, un jeune homme qui a décidé de changer son destin à partir d'une désillusion. Et vendredi, nous serons avec Sylvie Crouzet pour faire une plongée en Afrique à travers l'expérience et carnet de route de cette bénévole. Aujourd'hui, vous rendez bien compte, nous sommes avec Dr Garnier, Hervé Garnier qui est psychiatre, et nos médecins psychiatres. Avec lui, nous allons parler du trauma. Voilà. Peut-être que vous avez souvent entendu parler de traumatisme. Bon, vous entendez ça comme ça. Oui, je n'ai pas mangé, je suis traumatisé. Oui, on m'a pas cuisiné à temps, je suis traumatisé. Bon, on abuse, mais peut-être du langage, si vous voulez. Oh, je suis traumatisé, là, je suis foiré, j'ai pas de sous, je suis traumatisé. Non, traumatisme, c'est une grosse blessure psychique, une grande douleur qu'on peut porter pendant très longtemps et parfois même physique. C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Et très souvent, pour mieux comprendre un adulte, il est important d'aller interroger son enfance, d'aller interroger le parcours, hein. Et c'est pour ça que, en prenant l'exemple des questions de violence sexuelle, du viol et tout ça, on va essayer de comprendre la notion de trauma avec Dr Garnier, dont je me fais le plaisir, le grand bonheur de recevoir encore ici. Bienvenue, docteur Garnier. Merci beaucoup. Bonjour Alain, bonjour à toutes et tous. Oui, donc je suis honoré de venir parler un peu de cette question du traumatisme. Donc, comme tu le dis, enfin, Oui. euh, la notion de traumatisme est ancienne. Alors, au départ, moi, je suis d'abord médecin somaticien avant de devenir psychiatre. Donc, j'entendais beaucoup parler de traumatisme physique, hein, de polytraumatisme, par exemple, dans Alors, les pour accidents, hein. les autres et pour moi-même, un médecin somaticien, ça veut dire que Oui, c'est un généraliste, c'est-à-dire que c'est un médecin du corps, je vais dire. oui, oui, c'est ça. Après, tout est lié, mais bien sûr, hein, mais D'accord. par exemple, Bon, c'est pour ceux qui nous écoutent et pour que j'en profite aussi, j'ai dit pour bien expliquer que quand on parle de mot de médecin somaticien, oui, parce que absolument. c'est vrai que très souvent, on pense que les psychiatres ne s'occupent que du psyché, bon, en fait, ne sont spécialisés, non. Et c'est important de préciser qu'effectivement, on s'occupe du soma et avant de, voilà, cet aspect psychiatrique. D'ailleurs, on va bien voir qu'il y a aussi cette somatisation, hein, lorsqu'on va évoquer la question du trauma, n'est-ce pas? Oui, par exemple, enfin, les conséquences du traumatisme psychique, là, donc, dont on va parler, hein, peuvent aussi se manifester dans le corps, hein, comme toute souffrance psychique, d'ailleurs, peut se manifester dans le corps, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut que c'est délicat de comprendre et que c'est un travail qui se fait à plusieurs avec la personne qui est en souffrance, hein, de décryptage.
Alors, enfin, juste pour préciser, donc concernant le traumatisme psychique ou psychotraumatisme, on a commencé à en parler assez sérieusement il y a environ un siècle. Hein. C'est-à-dire, c'était ébauché, disons, après la guerre de 1914-1918, et on en a de plus en plus parlé durant la guerre de 1939-1945, et plus particulièrement à la suite de la guerre du Vietnam. Hein. Donc, donc c'est comme ça, je dis un peu les faits, hein, les soldats, les ex-soldats nord-américains, quand ils sont revenus aux États-Unis, se sont sentis non reconnus dans leur souffrance, dans la souffrance psychique suite à ce qu'ils ont vécu là-bas. Hein. Donc, évidemment, quelle que soit la guerre, qu'elle soit, etc., enfin, et quelles que soient les personnes impliquées dedans, sont possiblement et très souvent concernés par le traumatisme psychique. Donc, en tout cas, c'est à partir de ces moments-là qu'on a vraiment plus pris en considération ce fait-là. Donc, les causes des traumatismes, il y en a beaucoup. Hein. Comme on a dit, il y a les traumatismes de guerre, par exemple, hein, les traumatismes psychiques de guerre, pas forcément liés à des blessures physiques, mais simplement quelquefois, enfin souvent liées à la peur, hein, à la peur répétée, par exemple à l'humiliation. Ça ne concerne pas forcément le corps, c'est vraiment un traumatisme, c'est vraiment un niveau psychique en tout cas. Alors il y a aussi les traumatismes donc qui peuvent arriver, qui peuvent se produire dès l'enfance. Hein, oui, on va voir tout ça. Est-ce que je voudrais déjà savoir d'entrée de jeu, est-ce que la peur, est-ce que l'humiliation entraîne forcément un traumatisme? Alors, bon, c'est une question c'est une très bonne question, pas forcément. Hein. Alors, si vous voulez, je peux vous lire une définition du traumatisme psychique. Alors, avec plaisir, oui, allons-y. Je vais la lire lentement. Hein. Donc, c'est un psychiatre militaire qui a écrit cette définition qui est restée, donc qui date de 2007. Le traumatisme psychique ou psychotraumatisme se définit comme un phénomène d'effraction du psychisme et de débordement de ses défenses par des excitations violentes afférentes à la survenue d'un événement agressant ou menaçant pour la vie ou pour l'intégrité physique ou psychique d'un individu qui est exposé comme victime, comme témoin ou comme acteur. C'est-à-dire que donc ces dernières phrases sont très importantes parce que ces derniers mots, le fait d'être témoin d'une agression, par exemple, peut faire qu'on subit aussi un traumatisme psychique. Hein. Il y a un exemple qui est assez connu, hein, mais c'est où des milliers de gens ont pu être traumatisés en étant spectateurs à la télévision de la catastrophe de Furiani. Alors, ça ne dit pas quelque chose à tout le monde. En fait, ça se passait en Corse. Hein. C'est un stade de football. Un match de foot. Et les tribunes se sont effondrées et il y a eu des tas de morts dont des gens ont été témoins à la télévision et qui ont été authentiquement traumatisés, impuissantes, etc. Voilà. Tu veux me poser une question, Alain? C'est très intéressant. Nous allons parler spécifiquement du traumatisme en lien avec la question des violences sexuelles. Mais avant cela, il me paraît justement intéressant de replacer le cadre. Je dis, il y aura peut-être d'autres fois où nous pourrons parler des traumatismes en lien avec des situations de guerre, même des situations de tyrannie, c'est-à-dire que dans des pays avec un régime policier, avec un exercice de pouvoir autocratique, un peuple qui peut être médusés, en tout cas, qui peuvent vivre dans une forme de dépression ou post-traumatique, j'en sais rien. En tout cas, on pourra. Mais aujourd'hui, il me paraît intéressant de m'arrêter sur la question du viol.
Bon, quand on parle de viol, généralement, on voit des femmes, même bien sûr que majoritairement, nous sommes en mars, hein, c'est le mois des femmes, hein, comme on dit le 8 mars, mais je veux dire que les droits de femmes, généralement, c'est les femmes, c'est vrai, mais il y a des hommes aussi, bien évidemment, et des petits-enfants, on va en parler effectivement de ces traces. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais effectivement qu'on le temps que d'autres amis nous rejoignent d'ailleurs. Hein, je salue tous ceux qui nous rejoignent en ligne. Brigitte Pierre, notamment Germaine Chantal Yamnekeou. Ben, faites en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent aussi profiter de ce que nous allons échanger ou bien qui peuvent venir contester, qui peuvent venir apporter leur point de vue, leur regard à ce que nous disons, si vous voulez. Laissez-nous des commentaires en ligne lorsque vous tomberez sur cette vidéo, que ce soit là ou sur YouTube où nous repostons cette vidéo. C'est une bouteille à la mer. On espère que cela puisse servir pour nous construire, pour nous édifier mutuellement. C'est de la co-pensée, de la co-construction. Et je remercie tous ceux qui, comme Dr Garnier, viennent ainsi partager avec nous, nous aider à mieux comprendre ou bien à mieux appréhender le réel. Et donc, j'étais en train de demander si on est forcément traumatisé par une situation liée de peur ou bien même d'humiliation, comme on l'évoquait tantôt, ou si il y a une capacité de résilience qui peut être automatique sans travail. Parce que peut-être ce sera l'occasion pour nous aussi de démystifier la notion de psy, hein, la notion même de psychiatrie. Parce que déjà, lorsqu'on parle de psychologie, des gens ont peur, ils ont l'impression que c'est quelque chose d'assez spécial. Et en plus, qu'on parle de psychiatrie, bon, tout de suite, on se dit, oh là, ça, c'est des fous. Je ne peux pas parler avec un psychiatre, c'est pas la peine. Donc, je veux d'abord qu'on démystifie tout cela et je vais justement prendre cet exemple. J'ai discuté avec des adolescents il y a quelques heures, là, ce sont des adolescents. Il y a eu une fusillade, en tout cas, on a tué quelqu'un dans leur quartier et c'est quelqu'un qu'ils connaissaient bien et qu'ils appréciaient. Et ces enfants, je crois presque une semaine après, je sentais qu'ils étaient encore saisis, qu'ils étaient encore secoués. Je ne sais pas s'ils sont traumatisés, mais en tout cas, par leurs mots, ce qu'ils m'ont dit, c'est que ils étaient traumatisés parce que c'était quelqu'un qu'ils connaissaient quand ils étaient petits, ils leur offraient des cadeaux, et puis ils m'ont dit, ils ont tiré 5 balles. Donc, ça veut dire que la description, quand des adolescents, ce sont des 12-13 ans, rien que la description me faisait comprendre que c'était quelque chose de grave, d'important. Et surtout, elles m'ont dit, c'était les filles en l'occurrence, là, elles m'ont dit, nous avons peur. On a peur. Alors, oui. Et j'ai dit, mais t'as peur de quoi? Il dit, vous voyez, et voilà, je veux qu'on le décrypte, docteur Garnier, hein, pour comprendre à travers cet exemple, la zone de trauma ou bien un début. En tout cas, en procédant à quelques questions, ils ont dit, non, ils ont peur parce que ça peut arriver. Je dis, bon, pour essayer de décrypter tout cela, je fais comprendre que déjà, il est important de comprendre que cela n'arrive pas à tout le monde d'être canardé comme ça dans la rue, parce que c'était probablement un règlement de compte, de trafic. Oui. Je dis, vous avez peu de chance dans votre vie de recevoir 5 balles, parce que l'une me dit, oh oui, c'est pour ça que on compte sur Dieu, c'est Dieu qui nous protège. C'est vrai, le mot Dieu est revenu très souvent. Et oui. Si Dieu nous protège, et l'une me dit, oh, je pense que je vais mettre le voile pour. Je dis, mais pourquoi? Quel est le lien entre le voile et la protection et Dieu? Il dit non, comme ça, Dieu. Après, on rigole un peu, on lui explique, mais non, Dieu n'a pas besoin, si Dieu te protège, il te protège déjà. Il n'a pas besoin de ton voile, c'est pas ton voile, pour ton voile qui va te protéger. Mais peu importe, ce qu'il faut surtout se demander, c'est que pourquoi est-ce que vous avez peur? Pourquoi avez-vous le sentiment? Parce que justement, on a compris dans la définition tout à l'heure la notion de spectateur. On n'a pas besoin d'être victime soi-même pour ressentir le traumatisme. Donc, voilà ces jeunes personnes, si je ne prends pas le temps de parler avec elles, si je ne prends pas le temps de dédramatiser, de remettre les choses à leur place, c'est-à-dire de leur expliquer, par exemple, que vous avez très peu de chances de recevoir des coups de balle dans la rue, parce que
vous parlez de Dieu qui va vous protéger. Non, c'est vous-même, vous vous protégez déjà parce que pour ne pas recevoir des coups de balle, des balles dans la rue, vous ne vous mettez pas dans des trafics. Donc, vous avez quand même le choix. Il y a beaucoup de choses pour arriver à cela. Vous avez le choix de ne pas faire de trafic. Vous avez le choix de ne pas vous mettre dans des bisbilles quand vous êtes dans le trafic, j'en sais rien, d'avoir des problèmes d'argent ou de régler vos affaires en amont quand vous n'êtes pas en désaccord, parce que généralement, c'est parce qu'il y a un désaccord. Bref, donc, il a démontré qu'il y a une palette de choses il y a en votre possession pour ne pas vous penser comme en situation de risque face à un tel drame. Donc, du coup, à partir de là, on comprend qu'il faut d'abord détricoter tout cela pour que la peur commence à s'évacuer. Parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens de ne pas avoir peur et ils cessent d'avoir peur. Non, docteur. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bonjour, Merima Bonba, Madeleine Cholonceau, Augustine Larco. Bienvenue dans le programme. Faites tourner qu'il y ait beaucoup plus de personnes, si vous voulez bien. Oui, docteur Garnier. Oui. Non, mais c'est sûr que bon, quand on est en situation de paix, dans une région en situation de paix et qu'on essaye de ne pas prendre trop de risques, qu'on ne s'expose pas, comme tu l'as expliqué, hein, le risque de quelque chose, d'un événement extrêmement traumatisant est quand même modéré. Après, bon, quand ça arrive, parce que ça peut quand même arriver, parce que dans la définition, je le rappelle, ça peut être un événement subite, inattendu et qui surprend. Hein. Bon, il y a beaucoup d'exemples. Hein. Quelque chose de grave peut arriver sans qu'on s'y attende à tel endroit où on se trouve quasiment par hasard, quoi, mais c'est quand même peu fréquent. Hein, donc c'est vrai qu'il faut quand même être rassurant comme tu le fais. Maintenant, si ça arrive, si on se retrouve dans une situation comme ça, alors qu'il s'agisse d'une agression, effectivement, il y a les agressions sexuelles. Hein, c'est l'agression sexuelle pour l'enfant, par exemple, ou pour l'adulte, ou d'une agression de type accident de la route ou de voir quelqu'un comme tu l'as, ces jeunes que tu rencontrais tout à l'heure se faire tuer. Alors bon, je tiens à préciser que c'est pas, moi j'ai pas envie de voir ça dans l'ordre de la psychiatrie parce que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Hein. Enfin, moi, je suis susceptible d'être témoin ou de vivre quelque chose de grave et d'être traumatisé. Hein, ça ne veut pas dire pour autant qu'on a une fragilité particulière. Tout à fait. Voilà. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est que monsieur XY qui vit une situation traumatisante au sens littéral du mot, c'est-à-dire qu'une situation stressante, une situation qui induit la peur, et comment s'en défaire de ce risque? Parce que le trauma procède d'une cristallisation. Voilà. Comment faire pour que cela ne se cristallise pas, pour ne pas arriver à, voilà. D'ailleurs, je vais prendre un exemple. D'abord, finissons avec ça avant que je ne prenne, je donne l'exemple qu'il y a. Oui. Comment faire pour ne pas s'enliser? Oui. Enfin, moi, je parle en tant que professionnel, hein, mais de mon expérience, il ne faut pas rester seul avec ça. Il faut déjà savoir que ça existe. C'est pour ça que ce que tu fais, Alain là, c'est important parce que il y a quelques décennies, on ne savait pas que ça existait. Hein. Donc, ça passait complètement inaperçu et ça restait des personnes qui vivaient des événements comme ça gardaient une blessure psychique quelquefois à vie. Hein. Donc, il faut savoir que ça existe et qu'il existe des moyens d'aide. Hein, et des moyens de s'informer sur ce qui se passe, sur ce qu'on peut ressentir quand on a vécu, quand on est traumatisé, hein, et des moyens d'aide. Et ces moyens d'aide, de mon expérience, c'est quand même surtout de pouvoir en parler, en fait.
c'est de pouvoir en parler, alors à quelqu'un en qui on a confiance, et éventuellement, enfin souvent, je pense que c'est important s'il y a un traumatisme psychique grave, hein, c'est de pouvoir en parler, si possible, à des professionnels, dans un cadre professionnel rassurant, c'est de pouvoir parler de ce qu'on a ressenti, en tout cas, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, et quelquefois, ça va nécessiter de pouvoir en reparler plusieurs fois quand il s'agit de traumatisme grave. Enfin bon, moi, il y a des personnes que j'ai pu connaître comme ça. Il suffit quelquefois pas d'en parler une seule fois, parce que quand on va en reparler 15 jours plus tard, la personne en parlera avec un regard différent. Et le traumatisme, c'est que ça revient dans le discours un peu comme un disque rayé, parce que ça ne circule plus. Donc ça revient. En fait, il faut en parler, mais pas qu'une fois. Et il faut accepter que la personne en parle, parce que parfois, il peut nous arriver de dire à la personne, oui, on a déjà entendu, c'est bon. Il faut lui permettre de ressasser. Il faut lui permettre de ressasser, de le répéter. Mais bon, ce que j'ai pu observer, moi, en tant que professionnel, c'est qu'on pourrait avoir l'impression, à première vue, que c'est ressasser et dans le sens de répéter la même chose. C'est ça. Ce que j'observe, c'est pour les gens qui vont vers cette résilience possible, hein, c'est qu'il y a une modification des mêmes faits dans le discours, petit à petit, et qui peut, avec des éléments nouveaux, comme par exemple le vécu d'humiliation. La personne ne va pas forcément en parler la première fois. La première fois, elle va décrire les faits. Alors après, pour pouvoir parler de ça, il faut aussi être vraiment dans une relation de confiance. C'est ça. Et que les personnes à l'écoute soient très patientes. Parce que, enfin, je précise, on n'a qu'une heure, hein, mais c'est vrai que si la personne qui écoute ou le professionnel écoute pose des questions trop sensibles, trop intrusives, la personne en souffrance peut vivre ça comme par exemple pour l'agression sexuelle, hein, mais oui. aussi pour les gens qui ont vécu la torture, par exemple, hein, mais ils peuvent vivre ça comme une nouvelle agression. Il faut être très patient et autant que possible que ça vienne spontanément de la personne. Et que j'ai un exemple, hein, que je ne vais pas détailler ce qui s'est passé, mais j'avais reçu un monsieur qui avait subi des choses très très violentes, enfin, dans le pays d'où il venait, hein, et qui est arrivé en France. C'était la Tchétchénie. Mais il a fallu plusieurs mois. Au début, il ne parlait pas. Il venait avec son épouse parlait, mais lui, il était mutique quasiment, hein. Par contre, il me regardait, je voyais qu'il y avait un lien, hein. Et il a fallu plusieurs mois pour qu'il commence à parler de ce qui s'est passé. Et à un moment, il a parlé de ce sentiment d'humiliation. Enfin, voilà. Il a cheminé, il a avancé, hein. Voilà, il a fini par obtenir l'asile d'ailleurs, etc. Mais enfin bon, voilà. Et ça a aussi été un traumatisme familial, hein. C'est ça que je précise, même si c'est surtout lui qui a subi les choses, mais c'était un traumatisme. Oui, parce que le traumatisme est aussi la rencontre d'un terrain. En fait, ça dépend. Je veux dire qu'on peut vivre la même situation, on peut être victime d'une situation, mais vivre les suites, les séquelles très différemment. Ah oui, tout à fait. Alors après, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de si la personne est entourée, si elle peut se sentir rassurée par un entourage, par des conditions de vie aussi, hein. Tout à fait. On va parler de cela ensuite, effectivement, sur quelques avis, quelques conseils à donner justement aux gens sur ces capacités de résilience, malgré tout. Mais dans un premier temps, ce qui m'intéresse justement, c'est qu'on comprenne comment se caractérise le trauma et comment il s'installe. Et justement, il y a Madeleine Chenonceau qui nous demandait de parler schizophrénie. Bon, on va voir si on a le temps de parler schizophrénie, mais on va voir aussi comment le traumatisme peut entraîner une décompensation, peut-être sous des formes schizophréniques, peut-être, non? Oui. Ah oui, non, ça c'est une très bonne question, parce que c'est une très bonne remarque, parce que je pense quand tu parles de ça, je pense à un autre monsieur là, qui venait d'un pays d'Afrique noire, hein. Il venait du Nigeria. Du Nigeria. Oui. Mais lui, quand on l'a reçu au départ, il ne parlait pas aussi de ce qui s'était passé. Mais il avait un comportement
il tenait pas en place, il allait dans tous les sens, il disait certaines phrases, on ne savait pas d'où ça sortait. Et au tout début, on pensait qu'il était schizophrène, franchement. Alors après, c'est pour ça qu'il faut être toujours très prudent de ne pas calquer des diagnostics à la va-vite, parce qu'on risque d'enfermer les gens là-dedans. Or, il s'est avéré qu'en fait, il était traumatisé. Hein. Il avait vécu des traumatismes et il n'était absolument pas fou. Et il a pu petit à petit s'apaiser. Hein. Voilà. Par contre, si la personne n'est pas accompagnée, la personne peut, elle peut s'enfermer dans ce traumatisme, dans ce fonctionnement qui peut devenir schizophrénique, qui peut oui. De la folie. Je vais dire que pas parce que en réalité il a une structure psychiatrique telle, mais c'est en fait le fait de nager, de patauger constamment avec ce traumatisme qui se décline comme ça sous forme de folie directement. C'est ça? Est-ce que je peux comprendre comme ça? Je suis entièrement d'accord et je dirais même malheureusement qu'il peut aussi être enfermé là-dedans par certains professionnels non avertis. Ah. Ben oui, parce que si le professionnel non averti assomme de médicaments, etc., les causes de ce qui se passe ne vont pas pouvoir émerger. Hein. Voilà, en tout cas, il y a ce risque-là. Hein. Alors qu'il y a une possibilité, comme tu dis, de résilience, et alors peut-être de guérison avec toujours des cicatrices. Hein. Attention, hein, ce qui s'est passé ne disparaîtra pas, ça ne sera pas enlevé, on ne peut pas revenir sur le passé. Mais on peut trouver des étayages, comme des béquilles qui nous permettent de tenir et d'avancer. Bien sûr, des béquilles dont peut-être aussi à un moment on n'aura plus besoin. Hein. Mais quand on a des béquilles, c'est par exemple qu'on a la jambe cassée ou les jambes cassées. Donc à un moment, peut-être on n'aura plus besoin des béquilles. Les cicatrices sur les jambes, elles resteront. Hein, mais voilà, la résilience, c'est aussi ce terme qui est assez à la mode. Hein, c'est aussi la possibilité ce qui est malheureusement pas toujours possible, hein, parce qu'il y a des traumatismes trop graves, mais où la résilience sera que partielle. Mais c'est de faire d'un événement qui a été difficile, douloureux, traumatisant, etc., finalement une richesse, un enrichissement personnel, plus ou moins. C'est un peu ça c'est vers ça qu'il faut viser en tout cas, voilà. Hein. C'est ça. En fait, c'est ça, c'est faire d'un événement malheureux, d'un événement difficile, une source d'enrichissement personnel. Et c'est très intéressant. Je veux dire, dans une certaine mesure, ça me fait penser justement à ce jeune homme que je vais recevoir. Ce n'est pas exactement le même tableau, hein, bien sûr, mais ça permet en fait de comprendre. C'est comme ce jeune homme que je recevrai jeudi, et Clovis, il vit à Pépanda, c'est à Douala. Sa copine avait cassé sa guitare. Il aimait la musique, il connaissait un peu de la menuiserie, et il était effondré, vexé. Mais qu'est-ce il a décidé de cet événement malheureux d'en faire quelque chose. Il a essayé de réparer sa guitare, ça ne fonctionnait pas. Acharnement, et il est devenu aujourd'hui, le meilleur. Il a l'ambition d'exporter ses guitares à l'extérieur de l'Afrique. Franchement, il fait des très, 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 très belles guitares. En fait, je prends cet exemple léger pour montrer comment, effectivement, la capacité de résilience et la manière, parce que, comme je le disais tantôt, le traumatisme est la rencontre entre une situation et une personne. Et voilà pourquoi ça reste relatif quand même. Oui, tout à fait. Et je voudrais quand même qu'on souligne, en espérant que Madeleine Chenonceau, qui nous a posé la question sur la schizophrénie, soit un peu plus précise. On ne va pas parler de la schizophrénie comme ça. Si vous avez une question précise, Madeleine, on peut y répondre. En tout cas, dites-nous ce que vous voulez qu'on en dise. Et j'étais donc en train de dire que cette capacité à faire d'une situation difficile un levier pour avancer. De toute façon, c'est tout ce qu'on peut souhaiter aux uns aux autres. Et le but, c'est ça, c'est docteur Garnier, tu l'évoquais très bien,
c'est qu'il y a effectivement des professionnels, et je suis heureux de l'entendre, qui enferment des gens dans la maladie. Et aussi, on écoute béatement, et notamment des psychiatres. Bon, c'est des médicaments, du médicament. Et je suis heureux d'entendre que certaines situations qu'on peut caractériser de schizophrénie n'en sont pas du tout. C'est juste des traumatismes mal détricotés, mal accompagnés. Et d'ailleurs, c'est l'individu lui-même qui ne le sait pas. Je veux dire que le sujet lui-même a l'impression qu'il est faux, en fait. Et bon, nous, on verse de sang. Donc, la plupart des gens que nous considérons comme des fous, non, ne le sont pas. En effet, ce sont des situations, ce sont des traumatismes qui ressurgissent. Et d'ailleurs, un exemple aussi, c'est que on parlait il y a quelques jours d'un monsieur qui fait une demande d'asile dans un pays européen, en France, je crois, en l'occurrence. Et tout le combat, il venait de son pays, du Libéria, c'est très difficile, c'est des pays avec de guerre. Et lorsque tout s'est arrangé, tout s'est apaisé, et il a eu, je crois, l'obtention de son titre, elle a pu faire venir son enfant, le rejoindre en France, et au moment même où tout allait bien, c'est là, en fait, qu'il a tout lâché. Et il a décompensé, je vais dire, il avait une attitude que nous autres, qui ne sommes pas des professionnels, caractériserons de fou. Et c'est drôle, parce que c'est au moment où tout va bien que maintenant, il pète un câble, comme on dit simplement, il devient fou. Et en t'écoutant, je me dis, cela caractérise justement la situation de traumatisme. En fait, là, on voit bien que il y a quelque chose d'enfoui qui, maintenant, qui n'a plus de lutte. Oui, c'est ça. Oui, non, mais comme je ne connais pas cette personne, je ne peux pas affirmer, mais ça donne tendance à penser qu'il était dans un mode de survie, disons, et qu'il ne pouvait pas laisser émerger ce qu'il avait enfoui en lui, tant qu'il n'y avait pas une situation suffisamment sécurisante. À partir du moment où il a pu obtenir l'asile, qui savait qu'il ne risquait pas d'être envoyé là où il avait vécu tout ça, et qu'il a eu des conditions avec un logement, etc., peut-être, hein, je ne le connais pas, mais qu'à ce moment-là, il a pu se permettre de lâcher les choses en lui et qu'effectivement, il soit débordé, quoi. Mais qu'avant, ce n'était pas possible, parce qu'il fallait qu'il... Est-ce que d'une certaine manière, pour moi, ou pour ceux qui peuvent nous écouter, on peut comprendre que pour se guérir, pour se soigner, ou du moins pour tenir, pour développer cette capacité de résilience que nous avons évoquée, il est important d'avoir des combats, il est important d'avoir des causes, il est important de se projeter. Je n'ai pas envie de dire des objectifs. Et en tout cas, il faut avoir des choses qui nous portent, qui nous occupent, pas occupés simplement comme un divertissement, hein, pas juste comme un objet de déni, qu'on soit vraiment passionné par quelque chose. Est-ce que, d'ailleurs, c'est pour ça que peut-être qu'on retrouve chez les artistes beaucoup de personnes qui, sans l'art, seraient complètement peut-être dans un état plus compliqué. Est-ce que je peux comprendre à travers cela qu'il est bien, tant que possible, d'orienter, d'accompagner des personnes ayant connu des traumatismes à avoir quelque chose qui les passionne, qui les prend aux tripes et qui, voilà, qu'ils portent corps et âme. Est-ce que c'est peut-être ça qui donne un sens? Je suis d'accord, ça c'est important dans tous les cas et pour tout le monde, mais bon, là en particulier. Alors, quelquefois, malheureusement, quand les gens sont tellement en souffrance, au début, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'ils sont envahis par ça. Et mais dans une relation de confiance où ils vont pouvoir exprimer les choses et petit à petit avoir un regard qui se modifie sur ça, ça va être important à ce moment-là, très important, essentiel de continuer de vivre à côté. La personne commence vraiment à aller mieux quand elle se dit qu'elle va pouvoir continuer de vivre. Le travail, en fait, d'aide, c'est d'aider la personne
à intégrer ce traumatisme qui a fait effraction, comme on disait, dans son psychisme, qui a débordé ses défenses, de pouvoir l'intégrer à nouveau dans le psychisme de la personne. Ça ne veut donc pas dire l'oublier, parce que ça ne sera jamais oublié, mais Oui. que la personne puisse intégrer ça dans son psychisme et donc pouvoir revivre et s'occuper, faire des activités, pouvoir à un moment retravailler, etc. Et si possible, si le traumatisme est moins important, ben de continuer de vivre. Hein. D'emblée, il y a pas. Là, j'ai parlé de certains traumatismes qui étaient extrêmes. Il y en a qui sont quand même moins extrêmes, heureusement. Hein, et la personne peut quand même continuer de vivre, mais tout en se faisant aider. Hein, Tout en se faisant aider. Justement, j'en profite pour poser la question, parce que souvent on a tendance à pousser, dire aux gens, il faut oublier. Tu ouais, viens de ça, dire non. qu'il ne faut pas oublier. Il s'agit Non. de l'intégrer dans son psychisme et faire avec, parce qu'on dit, oh ben, il faut oublier. On n'oublie pas. Et c'est comme lorsqu'on a un deuil, on a quelqu'un qui est très important qui meurt, il ne s'agit pas d'oublier que son père ne vit plus ou il est mort, c'est une effraction dans notre vie, dans notre système psychique, dans notre psyché, mais il faut simplement l'intégrer et vivre avec, et vivre d'une autre manière avec la personne disparue. Et c'est comme ça, c'est un peu de ça qu'il est question. Il ne faut surtout pas justement demander aux gens d'oublier. On ne peut pas oublier. Si, en l'occurrence, concernant le viol, on va y arriver. On ne peut pas dire aux gens, oublie que tu as été violé. C'est pas sérieux. C'est ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Oui, non. Enfin, si la personne entend, il faut oublier, elle peut peut-être, au mieux, elle va se dire, cette personne, elle est gentille, hein, mais elle peut pas comprendre ce que j'ai vécu, quoi. Moi, je l'ai vécu, elle l'a pas vécu dans sa chair, hein, s'agissant d'un viol, d'une agression sexuelle ou d'une agression d'une autre sorte, moi, je l'ai vécu dans ma chair. Elle me dit, il faut oublier, c'est pas possible. Mon corps, il n'oublie pas. C'est comme si on était de nouveau victime, comme tu l'as dit tantôt, d'agression. Lorsque les mots ils sont inappropriés, c'est au contraire, on enfonce encore davantage la personne. Alors, c'est la personne qui voudrait, entre guillemets, aider avec ses bonnes intentions, mais quelquefois maladroite, elle peut être vécue comme agressante avec des questions délicates. Enfin, par exemple, pour une agression sexuelle, hein, ça peut se passer dans un commissariat de police ou ailleurs, ou des psys qui ne sont pas assez délicats, hein, et qui posent des questions précises. Ça peut être vécu comme une nouvelle agression ou un nouveau viol. Hein. Ou alors, je dirais pas forcément la même chose pour quelqu'un qui dit il faut oublier, mais en tout cas que le fait de dire il faut oublier, la personne va se dire il ou elle n'a rien compris, quoi. C'est se sentir incompris, se sentir seul, quoi, du coup. Hein. On va y revenir sur la question du viol avant de terminer l'émission parce que, bon, je donne la priorité aux gens qui sont en ligne et qui ont des questions et on va voir ça avec elles. Et nous reviendrons, même si nous n'avons pas assez de temps aujourd'hui, la prochaine fois, on va continuer le propos dessus parce que c'est vraiment très important. Cette notion de traumatisme parce que cela agit parfois à notre insu et nous avons parfois dans la société des gens qui ont des comportements désordonnés, des comportements bizarres, des attitudes et eux-mêmes ne savent pas que c'est lié au trauma et qu'il y a nécessité simplement d'en parler et de l'intégrer et avancer. Et comme ça, ils vont bien et les autres aussi autour vont bien parce que généralement, quand on est avec une personne qui vit cette situation-là, cette personne elle-même n'est pas, je veux dire, l'entourage n'est pas bien non plus, quoi. C'est tout le monde. Bien sûr. Alors, parlons de la préoccupation de Madeleine avant de revenir à notre sujet. Notre angle précis. Elle aimerait savoir si on peut guérir de schizophrénie. Donc ça, c'est une très très bonne question. Alors, tout dépend ce qu'on entend par guérir, mais moi, ce que j'ai appris, c'est qu'avec la schizophrénie, on peut
notre fonction en tant que professionnel, en tout cas, et souvent la famille aussi peut participer à ça, c'est d'aider la personne à vivre avec Oui. quelque chose il s'agit pour la personne schizophrène, et ça prend souvent beaucoup de temps, mais on peut aller vers ça, c'est de prendre conscience, en fait, petit à petit, de ses fragilités, de cette fragilité psychique, de mieux la connaître, de mieux connaître cette maladie, hein, de s'apercevoir aussi qu'on peut vivre avec, et que l'entourage aussi peut vivre avec. Hein, et alors, c'est avec aussi un accompagnement de professionnels, hein, dans l'idéal, hein, parce en prenant conscience, la patiente ou le patient, la personne, quoi, en tout cas, va se rendre compte qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a peut-être besoin de médicaments, enfin, souvent, hein, mais ce n'est pas systématique. Il y a certains schizophrènes j'en ai connu, qui arrivent à vivre sans médicaments, hein, mais en tout cas, donc, c'est assez. C'est souvent plus difficile. Le plus souvent, des médicaments peuvent aider, mais ce n'est pas les médicaments les plus importants, c'est un accompagnement global. Hein. Alors, ça serait tout un thème. Hein. On peut pas... Moi, je pense qu'on va revenir sur le sujet de la schizophrénie parce que d'autant plus que dans la société africaine, chez nous, on en a tous les coins de nos Oui, rues, presque, je veux dire. Ils oui, jonchent des personnes qui souffrent, qui sont isolées, et pourtant, et on aurait pu juste avec un peu de bienveillance s'en occuper et ils vont bien, ils s'insèrent très facilement dans le tissu social, ils peuvent travailler. Mais bon, nous, généralement, on appelle les fous et on les considère comme des parias. Ils nous font peur ou bien, voilà, on les abandonne dans la saleté, voilà, dans la pourriture. En tout cas, ça, la question de la schizophrénie, je pense que nous allons prendre un peu plus de temps sur un thème pour évoquer essentiellement cela. J'espère que Madeleine a eu quand même un début, hein, une amorce de réponse à sa question, de savoir si on peut guérir, et justement, on peut guérir totalement, que ça disparaisse. C'est une structure, en fait. Et ça ne peut pas disparaître totalement, mais on peut vivre avec, c'est bien ce que j'ai compris. oui, oui, tout à fait. On peut vivre avec, on peut même vivre bien, hein, avec ces conditions que je disais. Enfin, moi, C'est j'en ça. connais qui arrivent à vivre bien. Hein, voilà, alors, je veux bien qu'on en parle plus, mais c'est vrai que ça mériterait d'en parler dans une autre soirée, peut-être, hein, parce que Tout à fait. Où on va y consacrer du temps. Bon, voilà, rendez-vous est pris. Alors, La première. non, sur la question du traumatisme sexuel, mais pas Oui. sans y étendre forcément longtemps, mais c'est vrai que les personnes qui ont vécu des agressions sexuelles, bon, il peut s'agir d'enfants, hein, Bien sûr. et qui quelquefois vont en reparler quand ils vont être adultes, hein, aussi, qui peuvent en parler quand ils sont enfants, bon, et quelquefois ça passe, c'est caché en fait. Il peut arriver que malheureusement que ce soit caché durant l'enfance, que ce soit étouffé en tout cas, et que ça ressorte à l'âge adulte. Alors quand il s'agit d'adultes, le plus souvent, il s'agit quand même de femmes. Hein, donc, c'est vrai que les femmes qui ont subi des agressions sexuelles ou des viols, hein, vont souvent plus facilement en parler à des femmes professionnelles. Hein. Donc, après, voilà, ça m'est arrivé d'entendre des témoignages, d'entendre des histoires vécues, mais ce que j'avais envie de dire, hein, parce qu'il y a une grande méconnaissance là-dessus quand même, hein, même si on sait que ça existe et que c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Là, je parle de la France parce que je pense que c'est plus ou moins pareil un peu partout, hein, mais que par rapport à cette méconnaissance, peut-être vous ne savez pas, en France, parmi les femmes victimes de violences sexuelles, quel est le pourcentage qui ne porte pas plainte, en fait. Hein. C'est 90% des femmes ne vont pas porter plainte. Ah oui, on sait qu'il n'y a que chez nous, où, en fait, en Afrique, où la notion du tabou, où beaucoup de peur, d'autres choses, même en France, même chez vous, 90%, c'est beaucoup. 80, alors Est-ce qu'au moins elles s'en plaignent? Ben, c'est le problème, et ça dit que je pense que à cause
justement, c'est ça le sujet. Parce que à cause de quelques raisons, on peut vouloir protéger peut-être des proches, notamment dans le cas de l'inceste. On peut vouloir que la personne se retrouve pas en prison, ainsi de suite. Mais est-ce que les personnes en parlent au moins? Parce que en dehors de, parce que je pense que le début, pour sortir du traumatisme, il faut au moins déjà en parler. Il faut le mettre en mots. Je pense que beaucoup n'en parlent pas. Le problème est que pour les personnes qui n'en parlent pas, finalement, personne ne le sait. Hein. On le sait au moment où elles vont finir par en parler. Hein. Mais beaucoup n'en parlent pas. Beaucoup enfin, comme tu dis, quand il s'agit d'inceste dans une famille, pour une ou un enfant, c'est très compliqué c'est parfois très compliqué de pouvoir en parler, pas systématiquement, hein, mais et où ça reste latent et ça va ressortir longtemps après. Et donc, mais aussi chez l'adulte, c'est très difficile d'en parler et de faire la démarche, parce qu'il y a la peur aussi. Il y a la peur que ça arrive de nouveau. Il y a aussi la peur de se faire tuer aussi. Hein. Par-delà l'agression sexuelle elle-même, il y a aussi la peur de la mort en plus. Hein. Souvent, avec tout ce qui se passe. Peut-être pour que nous puissions bien comprendre, c'est que peut-être parce que extérieurement, nous, on peut se dire, mais non, la personne ne risque pas la mort. C'était un viol par un proche qui ne peut pas quand même la tuer. C'est un viol par un inconnu, c'est passé. Mais tout ça se joue plutôt dans l'inconscient. C'est-à-dire que tu veux me faire comprendre que cette personne qui a subi un viol a des angoisses au point où, voilà, elle a l'impression que sa vie est constamment en danger. Oui, ben non, oui, tout à fait, oui. Elle n'a pas besoin de menaces, je veux dire qu'il n'y a pas besoin d'objets réels, de menaces concrètes au sens où moi je l'entends, pour que au fond d'elle, elle vive cette angoisse de mort. C'est ça? Non, il n'y a pas besoin de la parole. À partir du moment où, effectivement, où il y a l'agression physique, il peut y avoir la peur que ça aille jusqu'à la mort. Enfin, donc, ce que je voudrais savoir, ça peut arriver. Oui. Ce que je voudrais savoir, c'est que est-ce que le fait d'avoir été agressé fait que la personne est envahie au point où, même si l'agresseur n'existe plus, mais au fond de cette personne, le traumatisme fait que, même si pour moi, je ne vois pas de potentiel agresseur ou futur agresseur, mais ça n'empêche que la personne, au fond d'elle-même, a l'angoisse de mort, a l'angoisse d'agression, a l'impression que donc, les suites, je vais dire, les suites de cette agression, les suites de ce viol font que cette personne surinterprète ou en tout cas vit les choses dans cette dimension d'angoisse-là. Ça fait partie de l'état de stress post-traumatique dont on a parlé au tout début. C'est la peur, c'est l'angoisse de la répétition. C'est l'angoisse permanente quasiment que ça se répète, même si la personne et hors de danger. Et en prison dans certains cas, mais les plus rares, parce que je disais 90% des femmes ne vont jamais porter plainte, et parmi celles qui portent plainte, c'est-à-dire 10%, il y aura seulement 10% encore de condamnation. C'est-à-dire au total, chez les violeurs, les agresseurs, il n'y a que 1% des personnes qui sont condamnées. Donc voilà, mais même dans ce cas-là où la personne est condamnée, avec l'état de stress post-traumatique, alors on n'a pas parlé des symptômes, hein, on pourrait en parler, mais ça en fait partie, c'est la peur que ça réarrive. Ou telle circonstance, par exemple, de repasser dans le quartier où ça s'est passé, aussitôt, cette peur va ressurvenir, ou quelque chose qui fait penser aux conditions, mettons, à ces conditions-là, mettons qu'il neigeait ce jour-là ou qu'il y avait de l'orage ou je ne sais pas quoi, n'importe quelle chose, et dès que les circonstances vont faire, dès qu'il va y avoir de l'orage de nouveau, la personne va repenser à ça et être complètement dépassée et paniquée. Hein, c'est comme ça qu'on peut avoir des personnes qui paniquent dès qu'il y a un bruit de porte, dès qu'il y a un parfum, une odeur, quelque chose. Tout cela, on explique, docteur Gagné, pour nous aider à comprendre la subtilité de ces choses, pour pouvoir
mieux vivre ensemble et surtout pour pouvoir être bienveillant vis-à-vis des uns et des autres et bien évidemment aussi pour pouvoir travailler à la prévention, c'est-à-dire que ceux qui ont la chance de n'être pas victimes de cette situation, ils doivent se sentir concernés pour pouvoir empêcher que cela arrive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire « je ne suis pas le genre, je ne suis pas concerné ». Et tout le monde est concerné en fait parce que quand on se rencontre, on se dit les seules personnes qui peuvent faire que ça change, ce ne sont pas les victimes finalement, ce sont les autres. Oui, bah oui, tout à fait. C'est tout, c'est déjà de pouvoir être prêt à entendre et à le croire, parce qu'il y a des personnes qui ont subi des agressions sexuelles et qui ne sont pas crues. C'est ça. C'est bien pour cela que je suis en train d'expliquer que finalement, pour que la donne change, pour que les personnes ne soient plus victimes, je veux dire, en tout cas, pour que les victimes ne soient pas enfermées dans leur traumatisme, et surtout pour faire reculer cette forme de violence, il est important que ce soit ceux qui n'ont jamais connu cette forme de violence qui portent le combat. Parce que porter le combat, c'est déjà le fait de croire, d'autoriser les autres à en parler sans les cataloguer, sans les juger. Parce que, j'ai envie de dire, docteur, c'est que il faut déjà que les agresseurs se rendent compte que ce qui paraît pour eux banal est quelque chose de grave. Et c'est peut-être là l'enjeu. C'est-à-dire que les violeurs, les agresseurs, en tout cas, ils pensent que c'est rien. Et c'est ça que j'ai envie, je ne sais pas comment on peut leur faire comprendre que ce n'est pas rien, justement. C'est difficile de se mettre dans leur tête, franchement. Oui, de toute façon, ce qui est sûr, c'est de pouvoir parler de ces faits, de ces faits-là à tout le monde et de pouvoir reconnaître l'existence de ces faits et de leur gravité. Hein. Je pense qu'en France, par exemple, il y a 40 ans, je ne parle pas ailleurs parce que je ne sais pas bien, mais il y a 40 ans, on n'en parlait pas. On en parlait très peu. Hein. Bah oui, c'est pour ça que dans ma société, je suis justement notre combat. C'est d'ailleurs pour ça que je t'invite, je veux en parler, même si la plupart des frères se désintéressent lorsqu'on évoque un tel sujet. Ils ne viennent pas en parler avec nous, ils ne veulent pas nous aider à partager le message, à faire tourner le message. Le but, c'est justement de lever le tabou, de permettre qu'on en parle. En parler, c'est déjà quelque chose. Il ne s'agit pas d'aller en guerre contre quelqu'un, contre une culture, contre ceci ou cela, mais il s'agit de sauver des gens. Parce que rien que le fait d'en parler peut amener un individu à mesurer son acte. Parce que certains agresseurs ne se rendent. Moi, je suis à peu près convaincu que si les agresseurs étaient vraiment, certains agresseurs étaient vraiment au fait de la dure réalité qu'ils imposent à leurs victimes, ces personnes, ces agresseurs ne commettraient pas leur forfait. Je suis sûr. Mais alors, je pense aussi qu'il faut de la loi. Hein. Il faut, pour certains agresseurs, hein, enfin, je pense qu'il faut de la loi. Il faut de la loi, mais malheureusement, je suis au regret de constater. Absolument, je ne vais pas en contradiction avec ce que tu évoques, mais je suis au regret de constater que ce sont ceux qui font les lois, en tout cas, qui sont les gardiens de cette loi, je vais dire au sens politique, qui malheureusement animent très souvent ces réseaux. Donc voilà, on ne peut pas compter sur eux, et il faut compter sur nous-mêmes, quoi. Je veux dire que par l'éducation, par la formation. C'est d'ailleurs de ça qu'on va en parler demain avec Kani Kouyaté qui sera ici. On va parler de la jeune fille parce que c'est à la base. C'est là où ça commence. Il faut dire aux enfants qu'ils ont le devoir, la liberté, l'obligation même de dire non, quoi qu'il en coûte. Il vaut mieux dire non, quoi qu'il en coûte. Tout à fait. C'est très important effectivement, ça se passe dès l'éducation, hein, mais c'est une prise de conscience collective hein, qu'il faut pour ça, parce que il faut que l'enfant doit pouvoir en parler à quelqu'un, et s'il n'y a pas cette prise de conscience collective, c'est très difficile. Mais bon, c'est pour ça que ce que tu fais là, quand tu favorises qu'on parle de ça, est très important. Hein. N'oublions pas, c'est ce que je disais, c'est que 1%. Il n'y a que 1% de condamnation dans ces choses-là. Ça montre à quel point il est difficile de venir en parler,
quand un fait comme ça s'est produit, il faut pouvoir aussi accompagner la personne qui est victime au commissariat, par exemple, parce que c'est très difficile, ça peut être très très difficile d'y aller seul. Hein. Et voilà, c'est un travail d'une société, hein. C'est un travail collectif, c'est un travail à faire ensemble. Hein. C'est un travail collectif. C'est pour ça que j'espère que ceux qui vont nous écouter auront l'amabilité de partager ce message dans leurs différents réseaux, envoyer ça en privé aux uns et aux autres, susciter le débat. Nous sommes le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et puis, comme vous l'avez entendu, ce sont les femmes qui, en premier lieu, sont victimes de cette violence. Même si, à côté des femmes, les enfants que ce soit des filles comme des garçons, sont aussi des victimes, mais d'une façon générale, les adultes, c'est très souvent les femmes. Et moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on essaye pour le bien de tous de faire différemment, parce qu'il faut vraiment que l'agresseur, et je vais le dire notamment à ceux, en commençant par moi-même, en commençant par celui qui m'entend, qui pense que ça ne me concerne pas. Dit non, non, si, ça nous concerne tous. Il faut, même certains actes malheureux, peut-être que quand on était plus jeune, on a posé ou on croyait que ça faisait rire, il faut être capable de repasser ça, remettre ça en question et de dire que non, non, je l'ai fait, je n'aurais pas dû le faire, ça se fait pas, je ne me rendais pas compte que c'est vraiment mauvais pour la personne et que je reniais à la personne tout en me reniant moi-même. Et pour qu'on puisse avancer. Parce qu'on ne peut pas passer le temps à justifier cela en disant oui, par un certain machisme, comme diraient les femmes, ou bien par un certain, une certaine banalisation. Voilà. Il faut pas, on ne peut pas banaliser quelque chose comme ça. C'est ça le plus. C'est qui crée le traumatisme, c'est parce que quand on demande de relativiser, par exemple, à la victime pour pouvoir qu'on se construise, avancer, il ne s'agit justement pas de banaliser, docteur, rassurez-moi. Relativiser, on ne peut pas demander à quelqu'un, à une victime, effectivement, de relativiser. C'est ce qu'on disait hein, pour tout type de traumatisme, c'est qu'à un moment, avec l'aide, le travail que la personne fait, c'est d'essayer pour elle, avec cette aide, de refaire lien avec ses propres défenses, avec sa propre histoire. Et de pouvoir se réouvrir vers la vie. Hein, Alors ça peut se faire que dans des relations de confiance. Hein, voilà. Alors Pour terminer pour aujourd'hui, parce qu'on va y revenir, hein, on va en profiter de ce mois de mars consacré à la femme. Nous allons consacrer sur cet incubateur, en fait, le sujet aussi à la question de la femme, qui est quand même en très grande difficulté dans notre société. Nous y reviendrons. Mais pour terminer, je voudrais qu'on dise un mot sur l'enfant, comme on évoquait tantôt, parce que généralement, ils ne savent même pas ce qui leur arrive. Donc, ça veut dire qu'ils intériorisent. Ce n'est pas parce qu'ils ne disent pas, qu'ils ne le vivent pas de l'intérieur. C'est pas parce que l'enfant n'exprime pas que c'est rien. Je veux dire, quand on commet un viol sur un enfant, même sur un bébé, sur des plus jeunes, c'est pas parce qu'ils n'expriment pas le rejet, parce que déjà on a vu. Est-ce que d'ailleurs, oui, justement, d'où ma question, docteur, est-ce que ce n'est pas justement certains traumatismes vécus à l'enfance qui fait que on ait une certaine attitude, un certain rapport aux choses. Parmi les gens, les patients, les usagers, les personnes que vous rencontrez, il y a des personnes, vous pouvez quand même vous dire que non, ça, c'est quelque chose qui est lié, qui a été raté, en fait, qui a été blessé, qui a été traumatisé depuis l'enfance, pour un peu dire aux gens, en fait, l'idée pour moi, c'est quoi? C'est que ceux qui nous écoutent comprennent que un enfant qui ne dit rien, oui, qui passe, vous pensez qu'il a oublié, que c'est rien. Non, ce sont ces adultes que vous rencontrez plus tard, complètement dans un très sale état. Ah bah oui, tout à fait. Hein. Le traumatisme de l'enfant, s'il n'y a pas eu une possibilité, comme malheureusement c'est souvent le cas, d'aide à ce moment-là, et d'aller vers une possible résilience, s'il n'y a pas eu ça, ça va rester une blessure profonde et grave et qui quelquefois va réémerger à l'âge adulte. Hein, et dans certains cas, hein,
à vouloir rejouer aussi, rejouer ce qui s'est passé hein, inconsciemment, hein, cette agression. Alors bon, d'une façon, de façon très variée, mais en tout cas une souffrance, avec des symptômes très variés en tout cas, mais ça ne disparaîtra pas. Et après, il est possible quand même, y compris à l'âge adulte, hein, en se faisant aider, d'apaiser cette souffrance. Il vaut mieux le plus tôt possible, mais il n'est jamais trop tard pour essayer pour aller vers du mieux et de la guérison. Hein, enfin, guérison entre guillemets, hein, comme on disait. Mais Oui, on a bien compris, oui. Ah, c'est intéressant. C'est au moins, c'est une belle note des fois, peut-être pour terminer l'entretien de ce jour, c'est pour oui, dire qu'en fait, il n'est jamais trop tard. Il faut toujours, il faut mais jamais oui, dire, mais d'accord. quelquefois, ça ne va être qu'à l'âge adulte que, que des choses vont pouvoir émerger, ou à l'adolescence aussi. À l'adolescence ou jeune adulte, il peut y avoir ce, peuvent être des moments propices pour que les choses réémergent et, et ressortent. Et voilà, après, il faudra pouvoir créer le contexte d'aide et d'écoute. Hein, quelle que soit la façon, ça peut être dans des entretiens individuels avec la personne, ça peut être dans certains cas de reprendre les choses en famille. Enfin, il y a beaucoup de choses possibles, hein, mais toujours rester positif quand même. Hein, toujours rester positif et de vouloir aller vers la vie hein, sans nier l'existence de ce qui s'est passé, par contre. Il ne s'agit pas. Je dois aller vers la vie sans nier l'existence de ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. Oui, C'est intéressant. oui, non, c'est tout à fait ça. Bon, je pense que si on n'a pas de questions en ligne, on va s'arrêter pour revenir une prochaine fois en espérant que tous ceux qui nous ont écoutés en ont fait quelque chose d'intéressant. Et bon, on va faire une version pas très longue pour permettre à ceux qui ont le courage de nous écouter en vidéo d'aller au bout sans beaucoup, voilà, euh, suer, si on peut dire. Hein. N'empêche que quand quelque chose est intéressant, il est important d'y accorder un peu de crédit. Vous pouvez mettre l'émission même comme une radio et écouter. Nous devons aussi apprendre à prendre le temps pour penser, parce que c'est en pensant que nous allons aussi réussir à penser nos blessures, ces blessures, ces traumas, justement. C'est par la pensée, hein. Non? Penser Penser, on va réussir à les penser Panser. Oui, oui, c'est très, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça, oui, oui. Oui. Et Bon, oui, 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 j'écoute. non, non, il faut de l'écoute, du partage, de la compassion, de l'amour, hein, comme on en avait parlé C'est vrai, ça sur revient. un autre sujet à une époque, mais il y a un mois, hein, mais Oui. oui, c'est. Et En peut-être fait, à un moment de pouvoir pardonner, peut-être aussi, mais ça se fait pas comme ça facilement ni du jour au lendemain. C'est pas avec des bonnes paroles que ça peut se faire. Ça. mais pour pardonner, il faut être reconnu dans sa douleur quand même. C'est ça le problème. Exactement. Il faut être C'est reconnu. important. Il y a beaucoup de conditions. Il y a beaucoup de conditions et on ne peut pas le faire si simplement. C'est ça. Parce que le problème est que, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les agresseurs ont parfois du mal à accepter qu'ils sont des agresseurs, que, bon, a dit vraiment, Oui, mais à culpa, je sais que j'aurais pas dû, même dans des cas qui sont médiatisés, moi, j'en vois rarement. Moi, je sais pas si j'en ai pas encore vu qui disent que vraiment, je suis désolé, je crois que c'était une grosse bêtise, je n'aurais pas dû, c'était vraiment, voilà. Non, on essaie, les agresseurs essaient tout de se justifier. L'idée est que moi, je pense également, effectivement, que pour avancer, on est obligé de pardonner. Mais pour pardonner, il est vraiment important que la personne qui a été agressée soit reconnue dans sa douleur. Il faut pouvoir que cette personne sache que c'est vous qui avez fait quelque chose de pas bien
Donc, des personnes, on pense que, bon, allez, on passe l'éponge, on recommence. Non, ça n'existe pas. On peut, en apparence, vous donner l'impression qu'OK, d'accord, on a pardonné, on est passé à autre chose, mais on ne passe pas à autre chose. C'est pas vrai. Ça fait partie de notre vie. Mais pour avancer avec, et on a vu des exemples dans des pays en guerre où des gens se sont pardonnés à la fin, il faut être capable. Pardon? Non, je dis oui, tout à fait, Alain, oui. Non, sur le pardon, il y a eu des exemples. Enfin, j'ai réagi spontanément parce que oui, peut-être que tu as un exemple à nous donner, justement, et on va terminer avec ça, peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose. L'exemple précis ne me revient pas là tout de suite. D'accord. Mais j'entendais ce témoignage, en tout cas, d'une personne, je ne sais plus, je n'arrive pas à resituer, mais de quelqu'un qui avait subi une agression très grave et qui finalement avait pu pardonner. Mais c'est après tout un parcours. Hein. Et après tout un parcours. C'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible. Et de toute façon, si ça se fait, c'est au rythme de la personne. C'est au rythme de la personne victime, tout à fait. Justement, c'est très bien. Parce que j'étais en train de vouloir justement dire, il faut faire attention à ceux qui nous écoutent aussi, de pousser les gens à pardonner. Dire, il faut pardonner. Allez, pardonne. Qu'est-ce que tu attends pour pardonner? C'est pas comme ça. C'est un processus. Et je redis une fois de plus, pour que la personne pardonne, il faut que la personne sache, ressente qu'elle a été entendue, qu'elle a été reconnue dans son statut de victime. Bien sûr, je parle de statut de victime qui n'est pas quelque chose qui doit rester non plus enquisté. Pour aller plus loin, il faut que la personne soit reconnue qu'il y a un agresseur, il y a une personne agressée, et en l'occurrence, la parole doit être entendue, et notamment la parole des femmes, parce que, comme on l'a dit, même en Europe, chez Hervé, elle nous dit 90% des femmes ne se plaignent pas, ne portent plainte, ne disent rien. Et même parmi les 10% qui se plaignent, je crois, c'est quoi, 1% qui... Au total, au bout du compte, c'est 10% des 10%, donc 1%. Dans 1% seulement des cas, il y a condamnation de l'agresseur. Voilà, c'est beaucoup, c'est énorme. Et combien de fois chez nous en Afrique, on va dire 99,99%. C'est même peu de gens, c'est ignoré. Et des gens vivent comme ça avec des douleurs, avec des mal-être. Et après, vous êtes étonné de voir des comportements bizarres, disproportionnés. Et voilà, c'est simplement parfois lié autrement. Et une autre chose que j'ai retenu, parce que il me vient d'ailleurs l'exemple d'une jeune femme. On me racontait l'histoire d'une jeune femme lorsqu'elle devait accoucher, lorsqu'elle tombait enceinte, devait accoucher, elle devenait comme folle, en fait. Elle réagissait. Et je me suis dit, effectivement, c'était un lien avec quelques traumatismes parce que ce n'est pas forcément un fruit des hasard. En réalité, elle n'était pas folle. C'est-à-dire que c'est nous. C'est-à-dire que maintenant, je comprends très bien avec ce que tu as expliqué tout à l'heure qu'en réalité, elle n'est pas folle. C'est justement parce que peut-être le moment où elle doit accoucher, ressurgit des choses qu'elle a vécues et voilà, on la met dans cet état. Et puis, finalement, c'est comme un mécanisme de défense pour pouvoir continuer à vivre. Elle est obligée d'être peut-être dans ce stade de folie, c'est pas ça? Ben si, oui, non, tout à fait. Ça peut être une des manifestations de cette détresse. Hein. Ça peut être quelque chose qui peut faire penser aux autres à de la folie. Hein. Mais c'est qu'une c'est une façon de se défendre contre cette angoisse, contre l'angoisse destructive, mortifère et insupportable. Hein. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les spécialistes là parlent de dissociation. En fait, c'est se dissocier de cette réalité qui était insupportable et donc qui peut être on peut parler de se dépersonnaliser, de sortir de soi, de donner l'impression de devenir folle ou fou. Hein, voilà, c'est ce que tu décris là. C'est une défense, en fait. C'est une défense contre l'insupportable, en fait. Une défense contre l'insupportable. En tout cas, docteur Garnier, nous allons revenir sur ces conséquences post-traumatiques justement la prochaine fois. Nous allons revenir sur la question du viol. Une autre fois, nous parlerons de schizophrénie parce que quelqu'un dont Madeleine nous en a. Mais avant d'y arriver, nous allons encore parler parce que nous voyons finalement que le traumatisme nous plonge dans quelque chose qui peut être finalement très schizophrénique, hein, en tout cas interprété par nous comme tel.
alors que Ça, c'est, n'est-ce ouais, pas? c'est possible. C'est une des possibilités. C'est pas la seule, hein, mais ça Oui. peut dans les cas les plus durs, oui. Oui. On se prend congé, on se dit à bientôt dès que possible, docteur Garnier. Merci beaucoup encore d'être venu nous partager avec moi ce moment pour le bénéfice de tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront. Merci encore. Avec plaisir. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci à toi, Alain. Et avec plaisir. Au plaisir. Bientôt. À bientôt.